Très bizarre. Alors bizarre, vous avez dit bizarre aussi ce soir, parce que là on va parler de choses très étranges. Alors imagine, tu te mets en transe, peut-être autour d'une table tournante, et tu décides de rentrer en contact avec un esprit d'un peintre ou d'un artiste décédé. Et ce peintre, cet artiste prend possession de ton corps et tu te mets à dessiner alors que tu ne sais peut-être pas dessiner, ou peindre une toile absolument extraordinaire. On appelle ça les peintres médiumniques. Eh bien, c'est le sujet des Aventuriers de l'étrange ce soir. Celui qui est entré en moi, je peux te dire qu'il est pas brillant. Allez, les Aventuriers de l'étrange, c'est parti sur Sud Radio. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les Aventuriers de l'étrange. Che se Lorio Massarini soutiene Regina Forza. Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons aborder une forme d'art très particulière, l'art médiumnique. Des médiums ont une production artistique et à l'inverse des artistes, se sont découverts des talents de médiums. Tout cela est très étonnant. Cela donne des peintures surprenantes, des dessins pour le moins inhabituels. À partir de là, plusieurs questions se posent. Qui inspire les médiums artistes lors de la production d'œuvres? Que représentent ces œuvres? Est-ce une certaine représentation de l'au-delà? C'est ce que nous allons essayer de découvrir avec mes invités ce soir. Madame Caillot Bourgoin, qui est conservateur du musée Fernand Desmoulins. Ça se situe dans l'abbaye de Brantôme, dans le Périgord. Fernand Desmoulins était un artiste médium. Et je recevrai également Karine Châtaignier, qui est spirit, qui est également médium et qui est spécialiste en art médiumnique. Madame Caillot Bourgoin, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes responsable du musée Fernand Desmoulins. Alors c'est un musée qui se situe dans notre Grand Sud, qui est situé dans l'abbaye de Brantôme, dans le Périgord. Avant d'entrer de plein pied dans la carrière et l'histoire de ce peintre Fernand Desmoulins, dites-nous quelques mots sur le lieu où vous êtes. C'est une très belle abbaye, c'est un très joli lieu qui vous héberge. Oui, c'est une ancienne abbaye bénédictine, donc qui a été occupée par des moines bénédictins jusqu'à la Révolution française, et le bâtiment est maintenant devenu municipal. Donc le musée se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment. Oui, très joli lieu, hein. Ah oui, c'est magnifique, ça mérite le détour. Bon, ça n'a rien à voir avec notre musée, mais c'est superbe, notamment la fameuse grotte dite du Jugement dernier, qui a été datée du XVe siècle par rapport à ses bas-reliefs. Ah, c'est quoi? J'ignorais l'existence de cette grotte du Jugement dernier. Là, vous excitez ma curiosité. De quoi s'agit-il? En quelques mots, hein, Alors, en fait, les moines se sont installés au pied de la falaise qui se trouve derrière le bâtiment actuel. On retrouve des traces d'habitation, un moulin troglodytique, ce qui est assez curieux. Et cette grotte, donc, du Jugement dernier, qui a été sculptée même comme ça dans la falaise. Malheureusement, on ne connaît pas le nom du sculpteur, mais on a pu dater le bas-relief qui apparemment représenterait le Jugement dernier. Ah, joli travail, beau travail. Ah, c'est magnifique. C'est grandiose. Ah, c'est intéressant ça. Une raison de plus de venir vous rendre visite donc. Voilà, surtout que la visite du parcours est jumelée avec la visite du musée. Oui. Alors, présentez-nous ce peintre Fernand Desmoulins, parce que avant de s'intéresser à la médiumnité, il était artiste peintre, hein, vraiment. Voilà. Mais alors au départ, donc il est né à Jaberlac, hein, dans le nord d'Ordogne, et il a été sur Paris pour faire ses études de médecine, qu'il a abandonné pour se consacrer aux beaux-arts. Donc à partir de là, il a réalisé des huiles, des gravures magnifiques. Il était reconnu peintre-graveur officiel à la Troisième République. Et de 1900 à 1902, son style artistique a basculé, puisqu'il est parti pour faire des dessins dits
médiumnique. Alors, comment travaillait-il d'abord l'huile, gravure, fusain Alors, ce sont des huiles, donc de façon traditionnelle, qui représentent des paysages, Monaco, Venise, Monte-Carlo, parce que bien sûr il a beaucoup voyagé. Et au niveau des gravures, donc ce sont des eaux fortes et des personnages très connus. Dont Zola, Raymond Poincaré. De belles factures d'ailleurs, hein, bon dessinateur, bon peintre. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est magnifique. Oui, tout à fait. Et alors, racontez-nous comment est-ce qu'il a découvert cette voie dans laquelle il s'est engouffré pour travailler, cette médiumnité. Ça s'est passé comment ? Alors ça s'est passé tout simplement, c'est vrai que dans les années 1900, les séances de spiritisme, table tournante étaient très à la mode. Et comme il fréquentait pas mal le milieu artistique, littéraire, etc., il s'est trouvé chez des amis un soir et il a assisté à une séance de table tournante. Donc il a été très impressionné et revenu chez lui, il a voulu reproduire la même chose. Alors plusieurs fois, il a essayé. Alors il s'était muni d'un crayon et de papier. Et puis au bout d'un certain temps, sa main s'est mise à trembler et à partir dans tous les sens, à faire des gribouillis, on va dire. Et au bout de quelques séances, il en est sorti de magnifiques portraits. Ah, carrément. Carrément, oui. Donc on a des visages de femmes, des visages d'hommes, mais des personnages de l'au-delà. Oui. Ça doit être assez troublant à regarder ces dessins. C'est assez troublant. On a notamment le portrait de Napoléon. Mais les autres, bon, c'est pas trop quels sont ces personnages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 3 entités qui sont venues le faire dessiner, puisqu'il y a eu 3 signatures qui se sont apposées donc au bas des tableaux. Ce qui se passait en fait, c'est qu'il dessinait, une fois que le dessin était terminé, il y avait la signature qui s'inscrivait, donc par la main de Fernand Desmoulins, bien sûr, hein, c'était pas de la magie. Oui, tout à fait. Et on a eu 3 signatures, donc l'instituteur, ton vieux maître et Astarté. L'instituteur, ton vieux maître et Astarté. Ah bon? Et est-ce qu'il a, parce qu'il a dû se poser des questions évidemment, Fernand Desmoulins, en découvrant ces signatures, parce que c'était comme de l'écriture automatique finalement, hein, ce principe. Il a réalisé également des pages d'écriture automatique que je me suis amusée, on va dire, à décrypter pendant 2 ans et demi. Et que je suis en train de remettre au propre et essayer de comprendre un petit peu. Et comme ça, j'apprends pas mal de choses, parce que c'est vrai que c'est un peu mystérieux. Donc moi, ce que je peux dire, c'est pas ce que j'invente, c'est ce que j'ai pu lire sur ces écrits automatiques. Donc les esprits, entre guillemets. Hein, oui, parce que voilà, il faut prendre quand même des réserves. Bien sûr. Mais donne des explications justement sur la façon dont ils interviennent auprès de Fernand Desmoulins et auprès des médiums en général pour leur faire ce genre de choses. C'est passionnant. Et moi, ça me passionne. Oui, mais alors dites-moi, vous avez dû vous poser la question, comme nous on se la pose évidemment, en regardant ces dessins. On parlera de l'écriture automatique, on y reviendra, et on parlera également parce qu'il y a eu des dessins qui étaient totalement abstraits aussi, qu'il a réalisé, je crois, dans cette période-là, comme ça, sous l'emprise des entre guillemets toujours, gardons la réserve, des esprits. Est-ce que, d'après Fernand Desmoulins, ça représentait ce qu'il y a dans l'au-delà? Eh bien, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que moi, personnellement, à ma connaissance, il n'y a pas d'écrit de Fernand Desmoulins disant justement ce qu'il pensait de tout ça. Je sais simplement qu'il s'en est un peu inquiété, il s'est posé des questions. Bien sûr, pour le moins, oui. Voilà, puisqu'il s'est retrouvé avec des dons de guérisseur en plus. Ah bon? Et oui. Et là, il se posait vraiment des questions. C'est-à-dire que après avoir, on va dire, découvert sa médiumnité et réalisé ses dessins donc de manière automatique, guidé par des esprits, il est devenu guérisseur aussi. Oui. Et
comme apparemment c'était quelqu'un de très réservé, très humble, il osait même pas quand les gens lui demandaient, par exemple, de soigner une personne. Oui. Il avait des réserves parce que bon, il y croyait peut-être pas, il se demandait ce qui lui arrivait. Personnage très intéressant humainement, hein. Tout à fait. C'est pour ça que moi je me suis lancée dans des recherches le concernant, parce qu'à mon avis, il mérite quand même d'être un peu plus connu. Et durant sa période médiumnique, on va dire, hein, qui a duré 2 ans, c'est ça? Voilà, 2 ans. Dans les premiers écrits, dans les premières recherches qu'on avait faites, il est dit 2 ans. Mais il se trouve que nous avons pu acquérir de nouveaux dessins auprès de l'Institut métapsychique à Paris. Oui. Et quand j'ai étudié ces dessins, il y a des dessins de 1905. Donc la période aurait duré beaucoup plus longtemps en fait. Alors voilà, mais sous réserve, hein, parce que c'est un premier jet d'études et je m'avance pas trop dans ce que je dis, mais j'ai vu une date 1905. Oui. Et alors cette période donc de dessin médiumnique, il y a des portraits. Vous nous l'avez dit, c'est ceux qui sont peut-être le plus accessibles facilement parce que c'est figuratif. Mais il y a autre chose aussi. Eh bien, il y a des paysages. Alors là, les paysages, la signature de l'entité, c'est Astarté. Oui. Puisque l'instituteur étant vieux maître, ce sont que des visages. D'accord, très bien. Et que représentent ces paysages? Alors les paysages, des arbres, des personnages un peu flous. Oui. Il y en a un qui s'appelle les peupliers, il y en a un qui s'appelle le coup de vent. Mais c'est magnifique. Et graphiquement, c'est absolument pas en adéquation avec ce qui se faisait à l'époque, j'imagine. Ah ben pas du tout. Les dessins de Fernand Desmoulins, on remarque, c'est toujours circulaire en fait. Oui. Les cheveux, par exemple, ça part en rond. On a l'impression que... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, il faudrait le voir. Il y a beaucoup de rondeur dans son style. Voilà. Dans son style naturel, on va dire, dans son style entre guillemets normal. Oui. Et alors moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que lorsque j'ai décrypté les écrits automatiques, il est noté dans un des écrits, donc la façon dont il le faisait travailler, l'esprit explique à Fernand Desmoulins qu'en fait il n'y a pas de dessin, que ce sont que des ombres. Et sur un agrandissement d'un des tableaux, celui qui illustre le petit livret que l'on vend au musée, donc ça s'appelle l'auréolé, on a agrandi ce dessin, et c'est vrai que on ne voit pas de traits de crayon. Quand on regarde le dessin par lui-même, on voit un œil bien dessiné, avec des sourcils, un nez, une bouche, et sur l'agrandissement, ce ne sont que des ombres. Ah, joli. Ça, c'est intéressant aussi. Oui. Donc, graphiquement, il a eu, comme on dit dans le métier des dessinateurs, il a trouvé des résolutions graphiques qui sont tout à fait surprenantes pour l'époque. Oui. Et très avant-gardistes, peut-être. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, parlez-nous des dessins qui sont complètement abstrait, parce que j'ai vu sur Internet quelques dessins de Fernand Desmoulins qui représentaient, très abstraits en fait, comme des contours de continents, comme des dessins de cartes, des choses comme ça, très tarabiscotés et en même temps très jolis. Eh bien, ceux-là, nous ne les avons pas. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez pu quand même les observer, les regarder, un peu les étudier? Non. Ah, il faudra que quelqu'un vous en fasse don alors. Ça serait intéressant aussi, oui. Mais dites-moi, en termes, là je pose la question non pas au responsable du musée Fernand Desmoulins, mais à Madame Caillot-Bourgoin, quelle est l'œuvre qui vous touche le plus, vous, à titre personnel, qui vous interroge le plus? Moi je les aime toutes. Hein. Oui. C'est vrai que je suis vraiment une passionnée de Fernand Desmoulins. Et je les aime tous. Je les trouve tous gais, alors que beaucoup de personnes me disent souvent « Oh, celui-là me paraît un peu lugubre, triste. Bon, il y en a un que j'aime pas du tout, oui. dans le lot. C'est une roue avec des têtes dessus. Ça, c'est un peu macabre. Mais c'est le seul, les autres, non. Oui.
J'ai pas de préférence. On a bien compris dans votre explication qu'il y a une grande différence, enfin qu'il y a une différence notable en tout cas entre les dessins de Fernand Desmoulins, je dirais normal, classique, et dans sa période médiumnité où il dessinait sous, entre guillemets, l'emprise des esprits. Oui. Il y a quand même des parallèles, parce que c'est la même main qui tenait le crayon quand même. Tout à fait, mais elle était guidée, elle partait toute seule. Il y a quand même eu des journalistes à l'époque qui se sont penchés sur son cas et qui sont venus voir. Oui. Il y a même un journaliste qui lui avait mis un sac sur la tête pour le faire dessiner, pour voir... Oui. Et donc même avec les yeux bandés, sa main dessinait, quoi. Tout à fait. Il y en a un même qui a poussé la plaisanterie un jour en amenant un objet dans une boîte et a demandé à Fernand Desmoulins de dessiner ce qu'il y avait dans la boîte. Et quand ils ont ouvert la boîte, effectivement, il avait réalisé le dessin, ça représentait ce qu'il y avait dans la boîte, quoi. Voilà. Ah oui, effectivement. Oui. Enfin, il devait quand même se poser beaucoup de questions, parce que je pense que quand ce genre de choses vous arrive, on s'interroge quand même. Oui, complètement. Voilà, surtout que c'était moins connu que maintenant. Maintenant, on en parle plus, parce qu'il y a quand même d'autres peintres, d'autres dessinateurs médiumniques. Il y en a même qui sont encore vivants, quoi. Ils ne sont pas tous décédés. Oui, d'ailleurs, on va en parler avec Karine Châtaignier tout à l'heure, qui est une spécialiste de l'art médiumnique en règle générale. Elle nous dressera un petit peu le portrait, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle de dessin, de toute cette période depuis le début du XXe siècle jusqu'à actuellement, parce qu'il y a encore des artistes médiumniques qui travaillent. D'ailleurs, vous en avez exposé un cette semaine, hein, c'est un sculpteur. Oui, c'est un sculpteur qui est venu, c'est plus que la semaine. Il est venu de mai jusqu'à hier. Il est parti hier. Oui. Et sculpteur médiumnique, à quoi ressemblent ses œuvres? C'est ça qui est étonnant. Alors, c'était très varié. Il avait fait, par exemple, une lampe en pierre. Il avait fait un héron en bois. Il y avait du cuivre également. Les roseaux étaient en cuivre. Il avait fait une sculpture qu'il appelait l'instant musique, où il y avait plusieurs instruments de musique réunis, alors du métal aussi. Il a fait un arbre en genre de plexiglas, mais c'est magnifique. Alors bien sûr, je vais poser la question comment il travaillait, parce que Fernand Desmoulins, je sais mieux. Et bon, là, c'est pas de la même manière. L'inspiration lui vient comme ça. Quand il passe devant une boutique, il se sent obligé d'aller acheter un objet qu'il regarde parce qu'il sait qu'il va l'utiliser pour réaliser un jour une sculpture. Mais bon, je pense que Karine Châtaignier vous en parlera mieux que moi. D'accord. En tout cas, Madame Caillot-Bourgoin, avant de vous quitter, quelques informations pratiques concernant le musée. Donc, c'est à l'abbaye de Brantôme, hein, dans le Périgord, en Dordogne. Oui. Hein, les horaires d'ouverture et quand est-ce qu'on peut venir visiter ce musée? Alors, le musée se visite toute l'année, sauf au mois de janvier. Oui. Une certaine période de l'année, c'est fermé le mardi. Oui. Mais sinon, c'est ouvert tous les jours. Bon, c'est vrai que selon les saisons, les horaires changent. L'hiver, on ferme à 5 heures. Au mois de juillet, au mois d'août, par exemple, c'est ouvert sans interruption de 10h à 19h. Un numéro de téléphone, peut-être, de l'abbaye pour pouvoir se renseigner, avoir tous les renseignements précis? Bien sûr. Alors, c'est le 05 53 05 80 63. Voilà, 05 53 05 80 63. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Madame Caillot-Bourgoin. Mais avec plaisir. Et à bientôt dans votre musée Fernand Desmoulins. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Dans quelques minutes, Karine Châtaignier, qui est médium, qui travaille dans le cercle Spirit Allan Kardec et qui est spécialiste en art médiumnique, va venir nous rejoindre dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour nous faire découvrir ce monde des artistes médiumniques. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Dans les aventuriers de l'étrange, nous continuons notre cheminement dans la découverte et la compréhension de l'art médiumnique. Tout à l'heure, nous en avons discuté avec Madame Caillot-Bourgoin, qui est la responsable du musée Fernand Desmoulins, qui nous a fait découvrir un aspect de cet art médiumnique à travers l'œuvre de Fernand Desmoulins. Mais là maintenant, nous allons embrasser le tableau, puisqu'on parle d'art, d'une manière un peu plus globale et générale, avec Karine Châtaignier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes spirit, vous êtes également médium et vous êtes une spécialiste en art médiumnique. Donc vous allez nous servir de guide pour nous faire comprendre un petit peu ce qu'est l'art médiumnique. Mais d'abord, une première question pour bien comprendre. Être médium, cela signifie quoi ? Alors, être médium, dans sa définition première, signifie être intermédiaire entre deux mondes. Oui. En l'occurrence, entre le monde incarné et le monde désincarné. Alors, la médiumnité est un vaste sujet, parce que à l'intérieur de cette même médiumnité, il va en effet se situer des artistes médiums qui vont donc être les intermédiaires entre les pensées artistiques de l'au-delà et qui vont se servir de cet instrument, de cet homme, dit médium, afin de créer leurs œuvres. D'accord. Alors, cet art médiumnique est né, grosso modo, fin du 19e, début du 20e siècle. Oui, je dirais que comment, en fin de compte, donner une définition de l'art médiumnique et peut-être d'une façon plus large, dans quelle forme d'art pourrait-on le classer ? Oui. Alors, je dirais qu'on pourrait le classer dans ce que l'on nomme l'art brut. L'art brut s'est construit et bâti en dehors justement des principes de l'académie, parce qu'il correspond à une création autodidacte où des dessins, des peintures, des sculptures donc vont constituer cet art. C'est en effet en 1945 à peu près que Jean Dubuffet, qui est d'ailleurs à l'origine de la conception de cet art et de sa vulgarisation, va s'intéresser entre autres à l'art médiumnique. Alors qu'il existait depuis bien longtemps. Il existe bien entendu, j'allais dire, pourquoi pas depuis l'aube de l'humanité. Est-ce que certains dessins, notamment dans le sud-ouest avec les grottes de Lascaux, ne sont pas pour certains d'entre eux au-delà d'une représentation de l'environnement, pour certains d'origine spirituelle. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Pourquoi pas, oui. Oui. Et alors, il faut bien comprendre, parce que maintenant on a du mal à s'en rendre compte, mais à la fin du 19e et au début du 20e siècle, en France et en Europe en règle générale, le spiritisme était très très présent et était très puissant, si j'ose dire. Tout à fait. Il y avait même une mutuelle spirit, je crois. Il y avait plusieurs journaux. Enfin, c'était quelque chose de très présent dans la vie quotidienne. Je pense qu'à cette époque, il a été représenté par des hommes et femmes éminents. Et que ensuite, il y a eu bien entendu également le problème, j'allais dire malheureux, des guerres, qui ont fait que ça crée une certaine mouvance. Et ensuite, peut-être des problèmes de société qui ont fait qu'après la mort des précurseurs tels Allan Kardec que tels Gabriel Delanne ou Léon Denis, il a été plus ou moins récupéré, je dirais, à des fins peut-être plus personnelles que dans l'éthique qu'avait su donner et impulser Allan Kardec et d'autres. Et alors, je voulais poser la question à Madame Caillot-Bourgoin concernant Fernand Desmoulins, mais je la réserve à vous. À cette époque, donc je parle toujours de fin du 19e, début 21e siècle. Après, on arrivera dans le temps, là on s'intéresse aux racines un petit peu, parce qu'il existe encore des artistes médiumniques actuellement. Actuellement, de façon contemporaine, bien entendu. Voilà. Alors, à cette époque-là, donc au tout début, est-ce que ce type d'artistes, les artistes médiumniques, étaient courants d'abord, et est-ce qu'ils étaient bien vus par le milieu artistique, ou comment étaient-ils vus par le milieu artistique ? Je pense qu'à l'époque, ils étaient peut-être mieux vus. Actuellement, quoiqu'aujourd'hui, les portes commencent à s'ouvrir. Mais à l'époque, pour beaucoup d'artistes médiums de cette histoire à laquelle vous faites allusion, ces artistes médiums gravitaient, j'allais dire, dans un milieu intellectuel, culturel assez important. Si on prend Fernand Desmoulins, lui-même était un artiste de renommée. Si on prend Victorien Sardou, il s'est quand même fait connaître d'une façon, j'allais dire, avec grande notoriété. Alors, on va après trouver des gens plus humbles comme Augustin Le Sage, mais qui malgré tout ont été fort bien reconnus par tout l'environnement. Oui, donc ils avaient une véritable reconnaissance. Ils pouvaient vivre de leur art médiumnique.
peut-être pas au début, enfin surtout pour Augustin Lesage qui était mineur, mais il a fini par en vivre parce que il y a quand même consacré 40 ans de sa vie. On parlera de la vie d'Augustin Lesage, qui est un personnage absolument fascinant. On y consacrera une large partie de cette émission parce que lui a eu un parcours, vous l'avez dit, mineur, qui n'avait jamais appris à dessiner et qui a réalisé des choses absolument fascinantes concernant même l'Égypte antique. Oui, puisqu'on termine en effet, il termine un petit peu sa carrière avec une fresque qui s'appelle, je crois, la fresque des moissons, ou la fresque de Ménard, et qui donne justement, qui apporte un élément de preuve quant à la source de ses productions. Ah oui, c'est fascinant. Revenons sur la définition d'artiste médiumnique. Comment, je veux dire, on est dans l'atelier d'un artiste médiumnique. Il travaille de quelle manière ? Alors, ça va être difficile de donner une manière absolue et générale pour tous les artistes médiums. Parce que en médiumnité, il y a différents, non pas degrés, mais il y a différentes formes de médiumnité. Je veux dire par là que certains artistes médiums vont travailler dans une forme d'automatisme des plus complets. Ce que l'on voit d'ailleurs autant avec Augustin Lesage, enfin en quelque sorte il ne sait pas ce qu'il fait, autant avec Victorien Sardou et avec Fernand Desmoulins. Voilà, une sorte de prise de possession par, entre guillemets, l'esprit qui se sert comme du bras ou du corps de l'artiste comme un canal, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. C'est-à-dire que le corps du médium devient son instrument, devient son pinceau, devient qu'importe l'objet en fait. Devient l'objet de sa création. Oui. Et alors, on pourrait dire qu'il entrance d'une certaine manière, mais je dirais plus facilement qu'il l'enveloppe, qu'il l'environne, et qu'à partir de là, il donne certains gestes automatiques. Mais là, ça requiert donc une création rapide, je dirais. Il peut pas rester des mois devant sa toile à la parfaire comme le fait un peintre, j'allais dire entre guillemets normal, académique, classique. Oui. Ce que l'on observe en règle générale, c'est quelle que soit, la sensibilité du médium, les œuvres reçues par l'intermédiaire d'artistes médiums sont reçues d'une façon beaucoup plus rapide que tout artiste dit conventionnel. Oui. Pour certains, c'est en quelques minutes, voire un quart d'heure, qu'ils ont une toile complète et terminée. Augustin Lesage, on en reparlera, vous le disait lui-même, quelquefois, parce qu'il a fait de grandes fresques, ça lui prenait quand même plusieurs mois. Et il travaillait par centimètre carré, en quelque sorte. Mais quelle est votre vision de ça ? Bon, vous êtes médium, donc c'est un peu une vision non objective, c'est un parti pris. Mais que représentent, d'après vous, ces toiles, ces sculptures, ces œuvres? Je pense que peut-être comme toute personne qui découvre l'art en général, l'impression risque elle aussi d'être subjective. C'est-à-dire que si je parle de Fernand Desmoulins, je rejoindrai les critiques dans le bon sens et mises à son encontre, disant que il a manifesté des états d'âme. Si on prend Fernand Desmoulins, on est devant une production différente. En fin de compte, c'est vrai que si on est éduqué, ou qu'on accepte la provenance de ces toiles, on retrouve derrière un auteur, un artiste ou des artistes, voire plusieurs artistes qui vont donner justement une diversité des créations. Alors, je pense qu'en effet, la difficulté peut-être de l'art médiumnique, c'est de faire admettre au public que la provenance est occulte et plus précisément désincarnée. Oui. Mais est-ce que vous avez connu des cas d'artistes médiumniques qui ont travaillé sous la direction de grands artistes décédés? Oui, bien entendu. Moi, j'en ai connu personnellement, donc dans mon parcours. Mon parcours commence à dater parce que ça fait 25 ans que je suis spirit et médium. Alors, d'une façon plus contemporaine, celui qui est le plus représentatif de cette production médiumnique se situe au Brésil et son nom est Luis Gasparetto, qui a reçu qui a des centaines et des centaines d'œuvres avec une patte que l'on reconnaît derrière sa production. Arrêtons-nous sur ce cas justement de ce monsieur, de ce Brésilien. Oui. Alors, qui est-il et comment travaille-t-il? Racontez-nous ça. Alors, Luis Gasparetto, donc, est contemporain, puisqu'il est né en 1949 au Brésil. Il est issu d'une famille simple de Sao Paulo. Bien entendu, la particularité brésilienne fait que ses parents sont spirites. Et
que rapidement, Luis Gasparetto fréquente un centre spirit. Le spiritisme est très implanté encore au Brésil. Tout à fait, très développé, très présent, très représenté, même dans tous les milieux. Ouais. Et donc, à l'âge de 13 ans, Luis Gasparetto s'est essayé à la peinture, puisque l'art médiumnique au Brésil, comme les soins, c'est-à-dire l'aspect un petit peu médical ou curatif, est beaucoup représenté. Et en fait, il ne semblait pas être très doué. Et il a reçu un message, parce que ça c'est ce que l'on reçoit quand on est dans un mouvement spirit, d'un esprit qui d'ailleurs s'est proposé à l'aider, et cet esprit était l'esprit de Manet. Et à partir de là, Luis Gasparetto est rentré très vite dans une méthode de travail assez inhabituelle, puisqu'il dessine sur une table, les yeux fermés, la tête posée dans le creux de son bras, et il ne voit jamais le résultat de ses gestes. Il a des gestes très saccadés, très rapides. Il peut faire plusieurs tableaux en même temps. Il travaille quelquefois avec les pieds. C'est quelque chose de faramineux, quoi, ce que fait Gasparetto. Alors, ses œuvres, bien entendu, sont signées au moment où il les produit par l'auteur présumé de l'au-delà qui se manifeste. Oui. Et citez-nous, donc là vous avez parlé de Manet, ce qui n'est quand même pas le dernier venu. D'autres artistes prestigieux. Tout à fait, Degas, Van Gogh, Goya, Matisse, Gauguin, donc ce sont parmi les plus illustrement connus, chez nous. Ah oui, d'ailleurs, Luis Gasparetto disait lui-même qu'au Brésil, bon, il y avait peut-être pas à cette époque, il y a quelques années, une vingtaine d'années, j'allais dire l'élargissement de la culture, et lui dit tout humblement qu'au début il ne connaissait pas ces peintres, et qu'il a fallu après qu'il ait une démarche culturelle pour s'apercevoir qu'il recevait des peintres qui avaient une très grande notoriété en France notamment. Ah oui, donc au départ, quand il faisait ses toiles, il ne savait pas de qui il s'agissait en fait. Pas du tout, au tout début, parce que maintenant il doit avoir 50 ans passés, Monsieur Gasparetto, donc il a commencé à l'âge de 15 ans, au tout début, parce que depuis, d'ailleurs c'est un homme qui n'est pas artiste médium uniquement, il est psychologue, je crois, au Brésil, et toute la production qu'il reçoit est donnée à des associations diverses, ce qui est nombreux au Brésil. Mais alors, dites-moi, parce que là, je sens poindre la question parmi ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, quand ils entendent des noms comme Van Gogh, Manet, Monet, Matisse, Gauguin, c'est quand même des toiles, des artistes dont on connaît le travail, dont on connaît la patte. Il y a des spécialistes mondiaux des œuvres de ces artistes prestigieux. J'imagine que ces tableaux leur ont été présentés pour au moins avoir un avis. Oui, Luis Gasparetto laisse un petit peu pantois le monde de la critique de l'art, parce que il est reconnu quand même, surtout avec la rapidité, la dextérité de l'artiste intermédiaire, il est reconnu derrière chaque œuvre, en effet, la patte de l'artiste. Maintenant, de là à affirmer j'allais dire, pour ce monde de la critique dans ce domaine comme dans un autre, affirmer, oui, nous sommes en face d'une médiumnité artistique, je pense que... Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, tout à fait. Mais il y a déjà une interpellation très forte où il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une négation ni une affirmation notoire. Oui. Et donc, Luis Gasparetto a pu produire des Van Gogh sous la houlette de Vincent Van Gogh. Tout à fait, oui. Ça, c'est surprenant. Tout à fait. Il a l'audace, au même titre que d'autres artistes, d'affirmer cela. Ah oui, effectivement, ça c'est absolument hallucinant, ça, je vous l'accorde. Nous allons faire une première pause, Karine Châtaignier, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et on se retrouve pour parler d'un autre artiste, parce que j'ai dit qu'on allait l'évoquer, Augustin Lesage. Donc là, du coup, on va revenir, j'allais dire, dans l'histoire, on va redescendre le curseur historique aux alentours des années, la même période que Fernand Desmoulins. 1900 à peu près. Voilà, c'est ça, début du 1925, après que ses œuvres sont exposées, oui, tout à fait. Et là, vous allez nous faire découvrir le parcours absolument extraordinaire de ce mineur qui est devenu un artiste très, très, très intéressant. À tout de suite. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Nous sommes en compagnie de Karine Châtaignier qui est spirit et médium et spécialiste en art médiumnique. Nous sommes donc sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange avec elle qui nous sert de guide pour nous faire un petit peu comprendre ce en quoi consiste l'art médiumnique et nous faire comprendre ceux qui le font également, puisque l'art médiumnique existe encore à notre période contemporaine et est loin d'être mort. D'ailleurs, Louise Gasparetto, dont nous a parlé notre invité il y a quelques minutes à peine, en est une preuve tout à fait extraordinaire. Karine Châtaignier, je vous ai demandé de nous garder sous le coup de la vie d'Augustin Le Sage, qui est un personnage, qui a été un personnage tout à fait fascinant, qui est mort. C'est un artiste contemporain, hein, Augustin Le Sage. Oui, il est né en 1976. Il est mort en 1900 Alors là, je ne... En 1876. Il est né en 1876. Ah voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors... Et il est mort, je crois, après 1953. Il me semble, oui. Les toiles sont, les dernières sont de 1953. Voilà, donc très contemporain, quoi. Hein, je veux dire très proche de nous, de notre histoire, du moins. Alors, qui était Augustin Le Sage? D'abord, il est né dans une famille très pauvre. Oui, tout à fait, j'allais dire très rural. Et à cette époque, donc, il est né à Saint-Pierre-les-Auchelles, dans le Pas-de-Calais, et son père était mineur. Et si on le recherche un petit peu plus loin dans ses ascendants, tous ses parents et grands-parents étaient mineurs. Donc très modeste, un milieu vraiment très modeste. Tout à fait. Lui-même est donc devenu simple mineur au Pas-de-Calais. C'est fut un homme aux mains déformées par le pic et le dur travail. Voilà, et qui ne connaissait à l'époque, en effet, peut-être que l'art que les terrils le sculptent par le vent du Nord. Ce qui est joli, mais bon, ce qui peut être pas nécessaire pour devenir un artiste. Alors, comment est-ce que ça s'est déclenché chez lui? Alors, si vous voulez bien, je vais vous raconter l'anecdote et je vais faire parler Augustin Le Sage, puisqu'on trouve ce témoignage dans de nombreux ouvrages. Donc, voici lui comment il le raconta, cette première découverte, ou cette première information surprenante pour lui est arrivée en 1911 et Augustin Le Sage avait environ 35 ans. Et voici comment il le raconta. Il dit donc: je travaillais couché dans un petit boyau de 50 cm sur une galerie éloignée du mouvement de la mine. Dans le silence, il n'y avait pour moi que le bruit de ma pioche. Quand tout à coup, j'entends une voix très nette dire: un jour, tu seras peintre. Je regardais de tous côtés pour voir d'où venait cette voix, mais personne n'était là. J'étais bien seul, et je fus stupéfait et effrayé. Remonté à la mine, je ne le dis à personne, ni à mes amis, ni à mes enfants, ni à ma femme. Je craignais qu'on me prenne pour un halluciné ou pour un fou. Les jours s'écoulèrent, et toujours dans la mine, il entendit à nouveau cette voix. Il fut donc toujours épouvanté et garda encore quelque temps l'événement secret, croyant qu'il devenait fou. Et puis des mois se sont écoulés, et il ne pensait plus à ces voix. Ses peurs commençaient, j'allais dire, à disparaître ou à s'apaiser. Lorsqu'un jour, en rencontrant avec des amis, quelqu'un lui dit savez-vous, nous sommes en plein dans l'ère du spiritisme qui était, comme on le disait tout à l'heure, dans sa période de gloire, entre guillemets. Tout à fait. Et donc, Augustin Le Sage, avec des amis, ses amis lui disent savez-vous qu'il paraît qu'il y a des esprits et qu'on peut communiquer avec eux et que cela s'appelle le spiritisme. Donc voilà une révélation qui a bouleversé Augustin Le Sage et qui a établi le rapport avec ces voix. Cette voix qu'il avait entendue dans ces boyaux, là. Oui. Et ses amis venaient de lire certains ouvrages, notamment de Léon Denis, qui s'appelle Après la mort. Et suite à ça, Augustin Le Sage, avec son épouse et avec un couple d'amis, ont commencé à s'expérimenter à ce qui était en vogue à l'époque, c'est-à-dire le guéridon. Donc ils ont fait une séance de table tournante en essayant de chercher en effet comment ça se fait, quel sérieux, quel crédit il faut apporter, comment on se comporte. Et la table s'est rapidement mue en quelque sorte, se dirigeant notamment vers Augustin Le Sage en frappant plusieurs coups. Et c'est par ce premier pied, cette première expérience, que le message qui lui a été donné est le suivant, que je peux vous lire d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous communiquer à vous. Les voix que tu as entendues sont une réalité, car un jour, tu seras peintre. Écoute bien nos conseils, et tu verras qu'un jour, tout se réalisera tel que nous le disons, et ainsi, ta mission s'accomplira. C'est donc à partir de ce message, de ce premier message, que les choses se sont accélérées pour Augustin Le Sage, qu'il a commencé d'ailleurs par des dessins, et que toujours en continuant quelques séances spirites, d'ailleurs il en faisait même très régulièrement à cette époque,
les esprits ou un esprit est venu lui dire d'ailleurs qu'il n'était plus question de dessin, mais qu'il était question de peinture. Alors c'est vrai qu'il est à noter que Augustin Lesage n'avait jamais touché, voire même vu d'exposition de peinture. Il était très loin de cet art. De ce monde-là, oui, ça lui était totalement étranger. Totalement étranger, totalement, oui. Et en fait, les esprits lui disent d'aller chercher le matériel, et Augustin Lesage raconte avec beaucoup d'humilité, et en même temps, j'allais dire non pas avec ironie, mais avec, ça fait sourire, parce qu'il est un petit peu gauche en se présentant chez le vendeur avec en disant, il savait ce qu'il lui fallait du blanc d'argent, du vert véronèse, des pinceaux numéro 1 ou 2, et pour lui c'était un langage qui ne lui parlait pas du tout. Ah, il parlait chinois là, c'était complètement... Tout à fait. Oui. Et il est donc allé chez un monsieur dont d'ailleurs il avait eu le nom par la séance spirit, qui à l'époque s'appelait Monsieur Porridge. Oui. Et là, il s'est aperçu quand il était sur place que, au-delà des noms qu'il avait reçus, eh bien instinctivement, un peu guidé par les esprits, il allait prendre des produits qu'il méconnaissait, et qu'après il s'est aperçu, bien sûr, qu'ils lui ont beaucoup servi, notamment aux esprits qui se sont manifestés. Ouais. Mais je suppose que pour Augustin Lesage, quand on vit ce genre de révolution interne, ça doit être très, comment dirais-je, presque traumatisant. Alors, je sais pas, c'est possible que ça soit révolutionnaire en quelque sorte pour le psychisme. Et alors maintenant, est-ce que ça a occasionné pour Augustin Lesage un traumatisme? Je ne pense pas, parce qu'il s'est instruit parallèlement donc de cette science, elle aussi méconnue d'ailleurs, qui était le spiritisme. Et je pense que ces séances ont dû lui faire le plus grand bien. Et d'autre part, ce qui a après déterminé justement la véracité des propos de l'esprit, c'est qu'il a répondu à cette demande, à cet appel, et que après il a commencé, d'ailleurs il explique très bien, il a commencé à apprécier cette mission, alors qu'au début elle effrayait. Et quand il a vu progressivement, j'allais dire, les œuvres traduites et terminées, eh bien, il y a pris un grand plaisir. Et il dit d'ailleurs que, parce que pendant quelques années, il a continué à travailler, et que, en fait, il rentrait le soir chez lui après une journée rude, parce que le métier de mineur est un métier harassant. Et en fait, il passait encore des heures à faire ses toiles, ou en fin de compte, il travaillait quelquefois pendant 2 à 3 heures sur juste quelques centimètres carrés. Alors, racontez-nous comment il travaillait justement, Augustin Lesage, parce que là, c'est le début, c'est la naissance de l'artiste qui va acquérir ses premiers produits, acheter ses premiers pinceaux, et ensuite, est-ce que c'est arrivé assez rapidement cette transformation qui a fait qu'il a pu après vivre que de ses tableaux? Oui, c'est arrivé assez rapidement. Peut-être pas le fait qu'il en vive, parce qu'après il fallait qu'il en ait fait un certain nombre avant de pouvoir les exposer, mais il a produit très vite. Et comme je vous le disais tout à l'instant, il peignait chaque jour en sortant de la mine, et il explique qu'il ne savait pas par avance ce qu'il allait produire. À aucun moment il n'a eu une vision du tableau terminé. Il ne connaissait pas les couleurs qu'il allait prendre. Cela se faisait dans une forme d'automatisme ou d'inconscience. Donc il n'avait aucune idée, et il n'avait pas de vision d'ensemble de l'exécution de ce travail. Et il dit qu'il sent d'une façon omniprésente justement ses guides au pluriel, qui lui font comprendre qu'il ne faut pas qu'il cherche à comprendre ce qu'il fait, et qu'il faut qu'il s'abandonne à leur impulsion. Donc il trace les figures, il dit simplement: je trace les figures qu'ils me font tracer, je prends les tubes de couleurs qu'ils me font prendre, je fais les mélanges qu'ils me font faire, sans savoir quelle teinte va se produire. C'est sûr qu'il n'avait aucune notion de colorimétrie, quelle qu'elle soit. Et c'était donc même au hasard qu'il prenait les pinceaux, et même mes yeux, je le cite à nouveau, vont où il faut, indépendamment de moi. C'est incroyable, je le sais, mais c'est ainsi, et je suis à la disposition de mes guides comme un enfant. C'est très étonnant quand même comme parcours. Très étonnant. Oui, et en même temps, c'est étonnant parce que ce n'est pas coutumier. Mais je pense que pour celui qui le vit, c'est une expérience grande. Mais alors, dites-moi, quel est maintenant, parlons des œuvres, du style d'Augustin Lesage, parce que c'est très particulier. Oui, le style est très particulier, parce que ce sont des fresques, on aurait tendance à faire une comparaison avec des fresques égyptiennes, avec des bas-reliefs. Tout à fait. Donc c'est un petit peu tout ça qui est traduit. Alors maintenant, l'auteur,
j'allais dire, l'auteur de ces productions, il n'a jamais été trop cité, enfin à ma connaissance, dans les œuvres d'Augustin Lesage, outre peut-être la dernière, cette toile intitulée La moisson égyptienne. Et lorsqu'il avait produit cette toile, ses guides, donc les esprits, lui avaient révélé en effet qu'il retrouverait la fresque de cette époque égyptienne lors d'un voyage qu'il effectuera en Égypte. Oui, ça on en parlera tout à l'heure. Gardons le suspense parce que c'est vraiment, j'allais dire, la cerise sur le gâteau. Tout à fait, ça se termine par peut-être un feu d'artifice. Un feu d'artifice, complètement. Mais alors, le style était très détaillé, très... Ah oui, très minutieux, très détaillé, j'allais dire peut-être un style qu'on appellerait aujourd'hui en peinture du pointillisme. Oui. Et ces fresques représentaient quoi? Ces toiles représentaient quoi? Comment vous dire ce qu'elles représentaient, les toiles d'Augustin Lesage? Parce que je sais même pas s'il y donnait des titres. Donc là, C'était figuratif, mais en même temps, il y avait un aspect... Oui, il y avait un aspect quand même assez... j'allais dire pas c'est figuratif, mais en même temps abstrait. Voilà. Je donnerais un caractère abstrait. Oui. Mais des toiles assez grandes d'ailleurs. Oui, qui faisaient d'ailleurs quelquefois plus de 3 mètres sur 3. Oui. Je me souviens que dans ce qu'il raconte, il avait été impressionné parce que ce sont toujours les esprits qui lui demandaient de prendre des toiles de telle mesure, de telle des châssis dimension. de telle dimension. Et il y en avait une parce qu'il devait avoir, j'allais dire, un appartement pas très grand, et ça avait pris tout un pan de mur de sa chambre, et il était effrayé en un premier temps quand il a vu cette grandeur, en se disant mais qu'est-ce que je vais faire là-dessus? et en fait, au fil des semaines, des jours, des heures et des mois, le travail devenait précis et il en sortait quelque chose de coloré. C'était surtout la couleur, moi, qui m'interpelle dans cette production, comme dans d'autres. Et puis ces détails très minutieux qui travaillait sans savoir ce qu'il faisait. Oui. Et des toiles qui ont été très appréciées à son époque d'ailleurs, indépendamment du fait que ce soit un artiste médiumnique, sa production était appréciée. Oui, tout à fait. Il était très apprécié. Il a d'ailleurs exposé en 1925 au Congrès Spirit au mois de septembre. Elles ont été vues, ces œuvres, par des artistes peintres, par des architectes, par des journalistes, et il a connu très rapidement un grand succès. Je pense que ce succès est dû d'une part à l'humilité du personnage, j'imagine, et d'autre part à la production de ses à l'originalité, à l'humilité et à la production de ses œuvres. Alors, parlons de cette, maintenant, si vous le voulez bien, dernière toile, dont l'histoire est absolument fascinante. Oui. Alors, cette dernière toile qu'il a peinte s'intitulait La moisson égyptienne. Oui. Alors, lorsqu'il a en effet réalisé, les esprits lui avaient dit qu'il retrouverait cette fresque datée de l'époque égyptienne lors d'un voyage qu'il effectuerait lui-même en Égypte. Oui. Et c'est donc une prédiction qui s'est réalisée plus tard pour Augustin Lesage et qui eut lieu au cours d'une visite qu'il a rendue, en effet, au grand site archéologique de l'Égypte antique. Et c'était dans la vallée des Reines que surgit ce que l'on peut appeler, là, en effet, l'extraordinaire. Il était en train de visiter le tombeau d'un tailleur de pierre de Ramsès II. Et cette chambre funéraire contenait plusieurs sarcophages. Et là, il est accompagné d'un ami, et il découvre sur un mur une grande fresque étonnamment bien conservée. Et le guide leur précise qu'elle vient d'être découverte. Elle venait d'être découverte depuis peut-être, j'en sais rien, quelques mois, parce que le temps peut-être de les restaurer pour les mettre après aux yeux du public. Et les deux amis sont alors stupéfaits car ils ont devant eux la représentation d'une scène de la moisson, et c'est quasiment l'exacte réplique du tableau que Augustin Lesage a peint il y avait quelques semaines en France. Alors, on peut en effet supposer l'émotion qui a étreint Augustin Lesage devant ce tombeau, et il est dit dans les ouvrages relatant sa vie comme ses pensées, qu'à ce moment-là, lui comprit qu'il s'agissait d'une scène que lui-même avait peinte durant une vie précédente, alors qu'il avait été un Égyptien du nom de Ména. Oui, ça c'est son interprétation à lui. Ça c'est son interprétation. Mais en tout cas, les faits restent. Lui a peint une fresque en France. Il n'est jamais venu en Égypte et peut-être avait entendu parler un peu de l'Égypte antique, mais vraiment sans plus. Oui. Il n'a jamais eu de formation de peintre. Et là, il peint une fresque dont
il entend, on lui dit, ses voix, ses guides lui disent, tu la verras en Égypte. Et il va en Égypte et il tombe sur cette même fresque. Il tombe sur cette même fresque où je ne sais pas si vous l'avez vu, je Oui. suppose, on trouve des détails hallucinants. Ah oui, non, il y a une correspondance. Quand on les a tous les deux, enfin ces deux représentations de Visus, enfin, c'est hallucinant, les personnages, les animaux, les outils, c'est vraiment hallucinant. Oui, toutes les dispositions géométriques, enfin je veux dire, on ne peut pas nier la correspondance de l'une à l'autre. Ça, oui, d'autant plus que on peut pas nier, en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est un élément de preuve qu'il y a une force extérieure à Augustin Le Sage qui vient lui donner une reproduction. Alors cette force, où elle lui appartient, où elle vient d'ailleurs, mais il lui donne une reproduction de quelque chose qui existe déjà. Ça, c'est quand même fascinant. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ce monsieur Augustin Le Sage. C'est vrai qu'il a laissé des traces justement pour ce parcours assez hors norme. Karine Châtaignier, une pause à nouveau, et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à vous suivre avec grand plaisir sur ce chemin de découverte du milieu des médiums artistes ou artistes médiums. Ça fera l'objet d'ailleurs de la question pour commencer cette troisième séquence tout à l'heure avec vous sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les Aventuriers de l'étrange. Nous continuons dans les Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio à arpenter un domaine qui m'était totalement inconnu, je vous l'avoue, jusqu'à maintenant, l'art médiumnique, avec Karine Châtaignier qui est spirit et médium, qui nous sert de guide. Nous avons parlé, Karine Châtaignier, tout à l'heure de Louis Gasparetto, qui vit à Sao Paulo, au Brésil, qui est un artiste contemporain, un artiste médium contemporain. Vous nous avez parlé de l'extraordinaire vie d'Augustin Le Sage, avec cette fresque qu'il a faite en France et qu'il a découverte ensuite dans un tombeau vieux de plusieurs milliers d'années en Égypte, dans la vallée des Reines. Histoire extraordinaire. Mais dites-moi, Karine Châtaignier, est-ce que quand on est médium, on peut devenir artiste ou il faut absolument être artiste et ensuite et être médium pour pouvoir produire? Alors, lorsqu'on est médium, pour ma part, je suis médium, mais je ne suis pas médium artiste. D'accord. Si tel était mon choix, je ne pourrais pas l'être parce que ça ne répond pas à ma disposition, j'allais dire, je ne sais pas si je peux dire physiologique ou spirituelle, mais ça doit être l'addition des deux. Donc les hommes ou femmes qui ont été et qui sont artistes médiums dans le passé comme aujourd'hui ont certainement une disposition, je vais ajouter, qui est peut-être une disposition résultant de leur vie antérieure. Il est possible qu'il y ait chez ces outils choisis par l'au-delà une possibilité parce qu'il y a quelque chose qui est en eux et que les esprits vont pouvoir exploiter. On peut citer dans ces cas-là Augustin Le Sage, tout en précisant, bon, c'est votre analyse à vous, bien entendu. Oui, c'est la sienne, plus précisément. Augustin Le Sage qui rentrerait dans le cadre de cette hypothèse, par exemple. Et voilà, il rentrerait. Alors maintenant, peut-on généraliser? Là, je ne l'affirmerai pas, parce que je n'ai pas suffisamment d'exemples venant étayer cette supposition. Oui, tout à fait. Un mot peut-être sur Victorien Sardou, dont on a parlé juste un petit peu au début, mais sur lequel on n'est pas revenu. Oui, parce que Victorien Sardou est peut-être, non pas un des premiers, mais lui, il était en pleine époque, j'allais dire, kardéciste. Parce qu'il a connu Allan Kardec, il était vraiment dans son environnement très proche. Il a fait des séances avec Allan Kardec. Nous sommes à peu près dans les années 8 Allan Kardec, puisque Victorien Sardou est né en 1831. Donc, dès l'âge de 26 ans, Monsieur Sardou était un adepte du spiritisme, convaincu d'ailleurs, et il était médium. Et dans l'histoire du spiritisme, on découvre que Victorien Sardou a reçu des dessins médiumniques d'aspect fantastique. Ces dessins étaient exécutés à la plume ou à l'eau forte. Et contrairement à Fernand Desmoulins, parce que c'est peut-être un cas assez rare, Fernand Desmoulins, Victorien Sardou ne savait pas dessiner, tout comme Augustin Le Sage. Il ne savait pas du tout dessiner. Et lui, on parlait tout à l'heure avec Gasparetto de l'esprit de Manet qui s'était manifesté auprès de lui. Pour Victorien Sardou, c'est l'esprit de Bernard Palissy
qu'il a invité à devenir médium dessinateur. À l'époque, il n'a fait que des dessins, il en a fait peu d'ailleurs. Je crois qu'il n'y en a que 4. D'accord. Et il y a aussi une anecdote qui peut plaire au public, Oui. qui est de Victorien Sardou, que je vais citer parce qu'il raconte ça avec beaucoup d'humour, parce qu'en effet, peut-être, et sans doute, que l'esprit qui est donc Bernard Palissy avait cet humour. Ouais. Donc je cite Victorien Sardou et je le raconte. Vers 2h, je m'étais assis à mon bureau comme d'habitude, et j'avais étalé devant moi une feuille de papier à dessiner de dimension ordinaire. Mais au lieu de commencer, la plume, obéissant à une impulsion soudaine, traça brusquement une ligne oblique dans toute la longueur de la feuille. Intrigué, j'interrogeai Bernard Palissy par les procédés ordinaires. Je fais une parenthèse, les procédés ordinaires veulent dire que Victorien Sardou, s'essayait et faisait de l'écriture automatique. D'accord. Et il reçut cette réponse laconique de Bernard Palissy qui lui dit « papier trop petit ». Sur la remarque de Victorien Sardou qu'il ne possédait pas de papier plus grand, l'esprit lui dit « va en acheter ». Victorien Sardou proteste alors et dit qu'il pleut. Et donc il y a tout cas un dialogue qu'on ne perçoit pas mais qui existe. Donc il proteste en disant qu'il pleut et que son papetier habituel demeure loin du quai Saint-Michel où il habitait alors. Et l'esprit de lui répondre va sur la place Saint-André-des-Arts. Victorien Sardou... Qui était plus proche, j'imagine. Oui, et puis un endroit où Victorien Sardou ne savait pas qu'il pouvait trouver éventuellement ce dont il avait besoin. Donc très intrigué, il prit son chapeau et sortit sous la pluie. Il fit le tour de la place sans trouver de boutique répondant à la nécessité de ses achats. Et lorsqu'il revint sur le quai Saint-Michel, fâché d'avoir été trompé par son esprit, et bien ses yeux se fixèrent par hasard sur une enseigne portant cette inscription « Vente en gros de carton ». Il entra donc dans cette maison et il apprit, non sans surprise, que le fabricant possédait toutes les dimensions de papier. Il en choisit donc, il y choisit celle qu'il fallait, il rentre chez lui, et dès qu'il eut posé la pointe de son crayon sur la feuille, sa main écrivit avec rapidité « Tu vois bien que j'avais raison ». Voilà pour l'anecdote, c'est elle-même racontée par Victorien Sardou à l'intérieur de certaines revues. Oui, très très drôle. Et alors donc lui, c'est vraiment un cas de médium qui n'était absolument pas dessinateur au départ. Pas du tout. Pas du tout. Alors sa production, j'anticipe un peu votre question, puisque sa production était assez particulière. Elle représentait en règle générale des résidences spirituelles de Palissy, de Mozart, sur une planète qui s'appelait, ou dans une ville, pardon, qui s'appelait Julnius. Et une ville censée se trouver sur Jupiter. Donc là, nous sommes vraiment en pleine, science-fiction, imaginaire, en pleine fiction, pourrait-on dire. Donc le sujet, en effet, de ces dessins était la maison de Mozart sur la planète Jupiter. Mais ce dessin fut admiré comme un chef-d'œuvre. D'une part parce qu'il fut achevé en quelques minutes, avec la conscience absolue pour Victorien Sardou de ce qui allait se manifester. Et cette maison fantastique, image en fin de compte supposée de l'éternelle villa où l'auteur de la flûte enchantée passerait sa villégiature sur la planète Jupiter, elle est construite en croche et en double croche. Et quand on voit le détail de ce dessin, il est un fait que l'on constate que tous ces détails de la grille, enfin on voit dans le fond, tout est fait en croche, enfin tout est musical. Il ne manque que le son. Remarquable. Voilà. Ah oui, effectivement, remarquable. Très, très étonnant, effectivement. D'accord. Et les autres dessins, parce qu'il n'en a fait que 4. Hein, il n'en a fait que 4. Il y en a 4 répertoriés, toujours réalisés en peu de temps, toujours de manière automatique. Et on retrouve sur les autres des estampes de jardins enchanteurs, peuplés de créatures ailées, d'êtres un petit peu indifférenciés. Ouais. Et bien dessinés. Ah, très bien dessiné. Alors que Victorien Sardou ne savait pas dessiner. Ah non, il ne savait pas non plus. C'est quand même très surprenant. Bon, dites-moi un petit peu, Karine Châtaignier, on va parler un petit peu de votre vie privée, je vous rassure, nous n'allons pas aller bien loin, mais votre compagnon est artiste, artiste médium, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, dans quelle direction, enfin, avec quoi travaille-t-il, lui ? Peinture, alors, sculpture ? Mon mari est artiste médium et il le produit autant au niveau de la peinture qu'au niveau de la sculpture. Ouais.
son parcours a commencé par la peinture, il a débouché sur la sculpture. Actuellement, c'est vrai qu'il passe plus de temps sur la sculpture, mais il est indifféremment l'un et l'autre dans la production émanant de l'autre là. Et alors, justement, comment travaille-t-il? Puisque là, vous êtes au quotidien à ses côtés, donc vous êtes à même de nous expliquer le processus. Tout à fait. Voilà, je suis peut-être et sans doute le meilleur témoin. Ah bah oui. Et je peux donc témoigner en son nom. Bon, déjà, cette aventure a commencé pour lui il y a à peu près 13 ans. Bon, là aussi, nous sommes dans la configuration d'une personne qui appartient à un groupe spirit et qui fait des séances de spiritisme. Et donc, la démarche est comme pour d'autres, mais même pour Fernand Desmoulins, puisque c'est suite à une séance de spiritisme avec Victorien Sardou, d'ailleurs. D'accord. Donc, on est dans le même schéma. Et l'esprit vient l'inviter à dessiner et à peindre. Et à cette époque, il y a 13 ans, mon ami fut plus que stupéfait, car bien que manuel, ça je lui accorde, mais il n'avait jamais envisagé l'art, quelle que soit sa forme, parce qu'il n'avait jamais peint, ni même eu envie de peindre. D'accord. Hein? Alors je l'ai vu donc commencer avec timidité, parce que à se mettre devant une toile blanche, en se demandant mais qu'est-ce qui allait bien pouvoir sortir. Et en effet, progressivement, enfin je pense qu'il a mis un peu plus de temps. Les raisons sont quelquefois psychologiques, on peut avoir des freins soi-même à ne pas se laisser aller. Bien et sûr, c'est aussi une disposition sur laquelle il faut travailler. Et puis il a commencé, d'ailleurs je crois qu'il a produit à peu près 600 ou 700 tableaux. Effectivement. Différents. Alors là c'est la particularité peut-être de mon ami, c'est que plusieurs artistes désincarnés se manifestent au travers de lui, si bien que nous allons avoir des styles totalement différents. Alors ensuite, il a abordé la sculpture, et là je pense qu'il a paniqué encore davantage, parce que se retrouver devant, il a commencé les premières avec un morceau de bois, il savait vraiment pas ce qui allait sortir. Et moi j'ai été stupéfaite au fil des heures, parce que bon, un morceau de bois qui fait, je sais pas, 2 mètres de haut, c'est sûr que c'est pas en 5 minutes qu'il va sortir une sculpture. Mais j'ai été stupéfaite de constater, déjà face à son ignorance, sa méconnaissance totale de l'art, les outils c'est pareil, il les a achetés parce que en se renseignant on sait quel outil il faut acheter lorsqu'on est sculpteur, mais j'ai de voir naître, parce que pour moi ça a été une vraie naissance, de voir naître ces œuvres qui représentent autant, j'allais dire, des animaux, un cheval, un héron que des... et qu'il n'a jamais pris de modèle. Je me souviens qu'un jour, il a réalisé une licorne. Alors avec donc cette corne qui était tout en cuivre d'ailleurs, et je lui dis avant, mais j'ai dit une licorne dans ton morceau de bois, là, j'ai dit tu veux pas regarder un dessin Il dit non, je ne veux pas. Il a toujours refusé de se renseigner sur la forme des naseaux ou je ne sais quoi. Jamais. Il a dit ce n'est pas moi, c'est l'esprit, donc je dois réussir. Donc il s'abandonne vraiment, hein? Oui, il s'abandonne. Il n'est pas entrancé au même titre que Fernand Desmoulins, mais peut-être à la manière d'Augustin Lechasse, parce que je connais un petit peu sa façon de travailler, parce qu'il a fortement expliqué. Eh bien, il est dans un état, je dirais, second. Je m'aperçois d'ailleurs que lorsque je vais à l'atelier, parce que, je sais pas, j'ai quelque chose à lui demander, eh bien, je lui parle et je m'aperçois qu'il m'entend pas. Il est ailleurs, il est dans son œuvre. C'est comme ça que je qualifierais cette relation. Il est dans son autre monde et il est à l'écoute totale de l'esprit qui se manifeste. Il s'oublie lui-même, quoi. Il s'oublie, il est à disposition de l'autre. Tout à fait. Bien. Une exposition bientôt, parce que là, vous nous avez donné envie de découvrir. Ah, ben des expositions. Alors moi, je suis originaire, nous sommes originaires, nous vivons en Lorraine. Hein, donc là, il vient d'avoir une exposition de 6 mois pour quelques œuvres, en effet, à l'abbaye de Brantôme. Donc ce qui va suivre, ça sera plus localement géographique. Je veux dire que... Donc plutôt en Lorraine, quoi. Voilà, plus en Lorraine. Et puis on verra pour l'été prochain. Enfin, il a des perspectives, en effet, pour Honfleur aussi, pour... différents endroits, parce que il faut faire connaître l'art médiumnique et le médium par voie de conséquence. Et l'art médiumnique est encore, vous l'avez dit, bien présent encore dans l'art brut contemporain. Tout à fait, parce qu'il est de plus en plus représenté, ça c'est une bonne chose, puisque au Forum des Halles à Paris, maintenant il y a un étage, ou une partie de cet endroit qui est justement destiné à l'art brut en général, et l'art médiumnique en particulier, puisqu'il sait s'inscrire dans cet art brut.
Bien. Merci beaucoup en tout cas Karine Châtaignier de nous avoir servi de guide dans les aventuriers de l'étrange et de nous avoir pris par la main pour découvrir l'art médiumnique qui a l'air d'être très passionnant, vraiment, vraiment. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, mais merci à vous tous et bonsoir. Et à très bientôt, au revoir. Au revoir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedì, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene di forza. C'est fini pour ce soir. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine avec 2 dossiers passionnants. Pour commencer, samedi, nous parlerons des miracles de Lourdes. Comment l'Église étudie-t-elle les différents cas de guérison et surtout quelles sont les conditions pour être déclaré miraculé? Jusqu'à maintenant, 67 personnes ont été déclarées officiellement miraculées par l'Église à Lourdes. Dimanche, l'extraordinaire dans le monde chrétien. Le surnaturel existe dans l'histoire des saints et des saintes du monde chrétien et catholique. Bilocation, c'est-à-dire la possibilité d'être à 2 endroits en même temps, télépathie et bien d'autres phénomènes paranormaux. Alors à travers le dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, nous allons découvrir dimanche prochain des histoires absolument fabuleuses. En ce qui concerne les prochaines émissions, je fais un appel à témoignage. Si vous avez vécu une sortie hors du corps, votre témoignage m'intéresse pour une prochaine émission. Si vous avez aperçu, vu ou si vous connaissez quelqu'un qui a vu la célèbre Dame Blanche un soir, une nuit sur le bord d'une route, votre témoignage m'intéresse également. Vous avez 2 possibilités pour nous contacter, soit par téléphone, vous nous appelez au 0826 300 300, c'est un numéro de téléphone qui n'est pas surtaxé, 0826 300 300 et vous nous laissez vos coordonnées et le résumé de votre témoignage sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange, ou encore vous nous envoyez un mail à cette adresse étrange au singulier étrange@sudradio.fr. Et enfin, je vous rappelle que mardi matin, je serai en compagnie de Coralie, de Romain et de Jérôme dans la matinale pour parler de phénomènes paranormaux. Il paraît qu'ils veulent faire tourner des tables. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, toute la matinée, je serai avec eux pour parler des aventuriers de l'étrange. Passez une bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et au week-end prochain.